Bien, bienvenue à lui qui est notre invité ce jour, Monsieur Alpha Bakar. Il est le directeur général adjoint de l'Agence nationale de rénovation urbaine, ancien membre de l'UFDG. Il est chez lui, il est à la maison. Bonjour, monsieur. Bonjour, Tokora. Bonjour, bienvenue. Bonjour Tokora. Bienvenue chez toi. Bonjour chers amis. Bien. Je ne sais pas pourquoi vous insistez toujours sur mon ancienneté. Mais bien sûr. On doit insister sur le fait que vous êtes ancienne des GG. Bien sûr, je suis ancien des GG. Okay, je suis ancien d'Espace. Je suis ancien d'Évasion. Bien sûr. Continue. Et je suis très fier de ce parcours. Moi aussi. Je pense que vous l'êtes aussi. Moi aussi. Ce n'est pas l'impression que vous me donnez. C'est l'UFDG qui vous Non, mais ce n'est pas l'impression. L'opinion guinéenne. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Sincèrement, je ne vous reconnais pas ce matin, cher Omo. Pourquoi? Non, mais parce que vous ne pouvez pas m'opposer le fait que nous insistons à chaque fois de dire que vous êtes un ancien de l'UFDG. Vous devez être fier, mon cher Omo. Mais je suis fier. Ce n'est pas l'impression que j'ai. C'est pas l'impression que vous me donnez ce matin, monsieur. Continuons. C'est une façon de vous dire aussi que. Mais parce que déjà, on ne reçoit pas ici que un an ou 2 ans après Talibé, le monsieur ne veut plus qu'on l'associe à l'UFDG. Non, pas du tout. C'est très grave. Pas du tout. Et c'est une façon de vous dire qu'on ne reçoit pas que le technicien de l'habitat et qu'on va vous croquer politiquement dans cette émission. Bien. Calmos. Bien. Mais on ne dit pas, on dit jamais Fontaine, je ne boirai plus de ton eau. Ouais. Je vois revenir à l'UFDG. Vrai ou faux? Plus tard. Non, écoutez, ça, ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Moi, j'ai dit que je suis en pause politique et elle est de mise. En pause politique? Elle est de mise. Pour autant, on apprend que vous allez être mis à contribution par le CNRD, notamment dans le cadre de la communication, surtout au plan politique. Bon, je n'ai pas encore reçu l'invitation. Mais de toute façon, je suis du système. Bien. Du CNRD. Et, du nouveau système. Oui, je suis du système. Je suis un directeur général nommé par décret par le colonel Mamadi Doumbouya pour mettre en œuvre sa politique dans le domaine de la rénovation urbaine. Et donc qu'il me le demande ou pas, donc, je vais défendre tout ce qui est défendable en faveur du CNRD, en faveur du pays et de la population. Prêt également à faire le sale boulot? Non, il n'y a pas de sale boulot à faire. Mais c'est lui-même qui l'a dit. Non. Nous ferons le sale boulot pour notre pays. Il n'y a pas de sale boulot à faire. C'est le maçon qui fait le sale boulot. Il n'y a pas de sale boulot. Il n'y a pas de sale boulot à faire. C'est qu'il faut. Je parle de sale boulot. Alors, dans le sens où pour le colonel, faire le sale boulot, c'est vraiment nettoyer les écuries de GS. Si vous parlez de mener ce combat, ce sale boulot, au niveau de l'Agence nationale de rénovation urbaine, nous sommes prêts à aller reconstruire ce pays, moderniser nos centres urbains, et cela passera forcément par la démolition de certaines constructions qui sont vétustes. C'est de ça que je parle. La démolition de tout ce qui est taudis et bidonville pour reconstruire, pour faire une régénération urbaine, reconstruire la ville sur elle-même pour contrôler l'étalement de nos villes. Aujourd'hui, Conakry, c'est de Conakry jusqu'à Kindia, sans cesse. L'État a le droit de moderniser ces villes, a le droit donc de reconstruire la ville sur elle-même. On va faire ce qu'on peut. Parce que sortons des discours. L'État, c'est la continuité. Depuis combien de temps vous parlez? Vous parlez, on ne vous voit pas sur le terrain. L'État, c'est la continuité. Sur quoi vous travaillez, cher Omo? Nous sommes au niveau de l'ANRU. L'ANRU, c'est une nouvelle agence qui a été... C'est le 22 mars que nous sommes arrivés. Tout était à mettre sur place. Nous avons fait une année de mise en place et d'études de projets. Nous avons un constat. Nous sommes allés à l'intérieur du pays. Nous avons constaté, par exemple, dans le domaine des cités administratives, quoi que l'on dise, la Première République a eu l'intelligence de construire dans chacune de nos préfectures une cité pour loger les fonctionnaires. Bien. Ces cités qui sont mal entretenues, qui ont été mal entretenues et qui ont vécu quand même près de 64 ans maintenant, ont vécu. Il faut aller reconstruire ces cités-là. Nous le faisons en collaboration avec la Direction Générale du Patrimoine Bâti que je salue ici. Ouais. Et à l'intérieur, et à Conakry, nous avons fait le constat qu'il y a beaucoup d'autodivilles et il y a des quartiers sous-équipés. Il va falloir faire la restructuration. Des projets sont... il y a eu des études de faisabilité de ces projets. On a signé un contrat, un protocole d'entente avec
un consortium émirati qui a fait les études sur la Sigmadina, sur Koronti, sur les cités administratives et là c'est l'ONU Habitat sur financement de l'Union européenne. Nous avons fait une étude de faisabilité sur un projet pilote de 6 quartiers de Matam, les 3 Bonfi et les 3 Matam. Et c'est que la nouveauté... Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez raser ces quartiers? Exactement. La nouveauté qu'on va apporter... Non, pas du tout. C'est-à-dire, c'est progressif. La nouveauté qu'on va... En fait, il y a un schéma directeur qui a été élaboré. Il faut adapter nos villes à ce schéma directeur-là, qui a permis de faire des planifications. Et au niveau de Matam, précisément, expliquez-nous. Nous allons On a envie de savoir. Le point de départ sera en face de Koléa, le ministère de l'Intérieur. Vous connaissez le terrain vide qui est là-bas. Nous allons construire là-bas un immeuble ou deux de R+10. Vous allez avoir 40 appartements sur ces 2 immeubles. À considérer que le rez-de-chaussée va comporter que des commerces et que chaque palier va comporter 2 appartements. Sur ces 40 donc, appartements qu'on va avoir, on va aller prendre les Guinéens qui habitent dans d'autres secteurs de ce quartier pour venir les loger là. Nous aurons la possibilité en ce moment de déplacer et de reloger 40 familles. 40 familles, à supposer que chaque famille est sur 500 mètres carrés. Vous avez 2 hectares de libérés. Sans un grand déplacement massif, ça s'appelle le renouvellement urbain in situ. On ne fait pas déplacer les gens, on ne les exproprie pas, on les aide à sortir de la précarité de l'habitat en les offrant un habitat décent et de là où ils sont partis, on va reconstruire là-bas pour faire le même procédé et ça sera progressif. Mais M. Bad, un habitat décent avec 2 chambres salon non. Et les familles justement africaines que l'on connaît. Attention. De toute façon, coût? Ce qui va se passer à Conakry ne va pas être à Mamou par exemple, ou dans une autre préfecture. Parce que dans les autres préfectures, si nous agissons sur le centre urbain, on est d'accord qu'on ne peut pas continuer à prendre 1000 mètres carrés pour une seule famille et avoir 2 chambres dedans. L'utilisation efficiente du foncier, il faudrait que cela soit aussi bien fait. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui, nous avons une capitale Conakry. Sur 45 000 hectares, nous n'avons que 2 300 000 habitants, alors que dans des capitales comme Beyrouth, qui n'a que 1980 hectares, vous avez 2 800 000 habitants. Pourquoi? À Dubaï, c'est une petite capitale à peu près 2 millions d'habitants. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'occupation du sol a été bien rationalisée là-bas, contrairement chez nous. Il y a des lieux, aujourd'hui, par exemple, Kamayen. Il y a un projet de prêt pour Kamayen qui va être lancé dans les 2 mois à venir. L'objectif là aussi, c'est de la partie de Kamayen qui vient d'être démolie. Là aussi, c'est des buildings de R+12 qui vont sortir de terre avec toutes les Quelle société? Non, ce n'est pas l'appel d'offres va être lancé et la société n'a pas encore été choisie. Il y a beaucoup de nos compatriotes et beaucoup d'étrangers qui sont prêts à réaliser ce projet et le processus de financement, parce que ça va être entièrement des bâtiments de l'État. Le processus de financement est déjà bouclé et la réflexion a été faite. Les fonds sont disponibles. Et au niveau du gouvernement, au niveau notamment du ministère des Finances, la réflexion elle est là. Il faudra simplement la mettre en œuvre. Les fonds sont disponibles. Les fonds sont en train d'être recherchés. D'être disponibles. Exactement. Donc, parce que la réflexion elle est faite, elle est validée. Bien. Et nous allons aller dans ce sens-là. C'est un projet qui va être porté par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat sous la coordination de l'Agence nationale de rénovation urbaine, avec l'implication de toutes les directions, d'abord du ministère, direction technique, notamment la DATU et la DACLO, mais aussi la direction générale du patrimoine bâti, parce que notre rôle, notre fonction au niveau de l'Agence nationale de rénovation urbaine appelle à l'implication de beaucoup d'acteurs. Lorsqu'on va agir sur, par exemple, la cité de Kakimbo ici, forcément nous allons travailler avec mon cher Omo Alpha Bakar du ministère de l'enseignement technique. Lorsque nous allons travailler sur la cité des médecins, forcément c'est la direction générale du patrimoine bâti et le ministère de la santé. Donc c'est ainsi qu'on va continuer. Mais au niveau pas simplement
de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Ouais. L'objectif du ministère assigné au ministère, c'est d'accroître l'offre en logement et d'ouvrir les voiries urbaines et faciliter et mettre en place un système d'assainissement pour nos populations. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et la chance que nous avons, c'est d'avoir un ministre qui est déterminé, qui est volontaire. Le colonel Bangoura, le 11 janvier dernier, à l'occasion de la présentation des vœux, il a clairement annoncé les couleurs, en commençant par avertir tous les cadres qui seront appréhendés, qui se seront rendus coupables de corruption, ne seront pas tolérés. Bien. Et les annonces qu'il a faites ce jour-là, je voudrais que vous me permettez de les annoncer ici. Par exemple, tous les contrats de baux, il y a de nos compatriotes ou d'autres étrangers qui viennent prendre des contrats de baux et puis ne mettent pas en valeur ces lieux. Ouais. Il a été décidé clairement d'aller contrôler tous ces contrats et de leur donner le timing jusqu'au 1er mars. Celui qui ne remplit pas toutes les conditions, les contrats seront purement et simplement résiliés et donnés à d'autres personnes qui elles sont prêtes à mettre en valeur, parce qu'il y a en ville aujourd'hui, vous allez voir des zones encerclées. Depuis des années, on ne met pas en valeur ces zones-là. Il faut finir avec cela. Il y a aussi le niveau personnel. Ça, ce sont des réformes au niveau du ministère de l'Habitat. Il y a aussi au niveau du personnel. Nos services concentrés, vous allez voir 10 personnes qui font le travail d'une seule personne, alors que le service déconcentré, il n'y a absolument personne. Il n'y a absolument personne. Le ministre a décidé, ils seront tous déployés à l'intérieur du pays. Parce que 10 personnes, comme il le dit, ne feront pas le travail d'une seule personne. Maintenant, nous agissons sur les voiries. Vous voyez ce qui se passe. Tout ce qui est voirie urbaine, aujourd'hui, c'est l'habitat qui travaille là-dessus. Et nous sommes en train... Et la différence entre un peu le passé, c'est le suivi et le contrôle. Bien. Pour tous les projets, il y a un suivi rigoureux et un contrôle rigoureux. Au niveau de chaque ministère et au niveau gouvernemental, il y a un suivi rigoureux. Il y a quelqu'un qui dit souvent, le président lui-même, au niveau de Conakry, il sort sillonner et c'est lui-même parfois qui appelle ses ministres pour dire tel ou tel autre projet n'avance pas. C'est ce suivi-là qui permet aujourd'hui à ces chantiers d'avancer vite. Au niveau des logements sociaux, vous avez vu, vous avez participé à la livraison du premier lot. L'objectif assigné à l'Agence guinéenne du financement de logement, c'est de livrer par semestre. C'est-à-dire le mois de juin prochain, ils livreront une 200 ou une 300 de logements. En décembre, d'appartements. Oui, d'appartements. Quand je dis logement, c'est des appartements. En décembre prochain, ils vont être obligés. Ce sont des logements sociaux dont les prix sont standardisés. Oui, on a envie de savoir. Entre 28 000 et 32 000 $. Bien. Ça, c'est accessible pour les fonctionnaires et c'est le système bancaire qui finance cela. Et pour l'instant, parce que beaucoup de gens vont appeler, comment on peut acquérir ça? Il y a un fichier de 12 000 fonctionnaires qui est déjà là et vous pouvez imaginer, l'objectif c'est d'avoir 1 million de logements dans les 20 prochaines années. Ça, c'est une priorité présidentielle et c'est une priorité assignée au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Bien, Alpha Boubacar, directeur adjoint de l'Agence nationale de rénovation urbaine. On va peut-être parler de rénovation politique ou de refondation politique, très rapidement. On va parler peut-être du dialogue politique qui se dessine. Le dernier communiqué de la CEDEAO, en tout cas, appelle le CNRD, le gouvernement, à ouvrir rapidement un dialogue donc, qui se veut inclusif. Aujourd'hui, de votre côté, quelles sont les garanties aujourd'hui, les conditions qu'il faut mettre en place pour aller à la mise en place de ce cadre de dialogue qui se veut inclusif, avec la participation de ceux qui sont en exil. La CEDEAO demande la participation des cadors, des mastodontes, en garantissant leur sécurité et leur liberté. Et donc, voilà, on veut parler de la cellule d'Alain Diallo, de Sidia Touré, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Mes frères, alors, je ne suis pas membre du CNRD, je ne suis pas de la cellule de communication, donc je ne parlerai qu'à mon propre nom ici. Bien.
je donnerai mon opinion. Le dialogue, vous avez écouté tout à l'heure la voix la plus autorisée, Madame Makale. Le dialogue, il est permanent. Et il a toujours été inclusif. Le dernier, il a toujours été inclusif. Toujours, en tout cas, l'appel a été fait à tout le monde de participer. L'appel a été fait à tout le monde d'y participer. La dernière session, le Premier ministre s'est déplacé en personne pour aller rencontrer tous ces gens, y compris les partis des Quatuors qui avaient des réclamations. Ouais. Finalement, pour leurs propres raisons, ils n'ont pas accepté. Ah, pour leurs propres raisons? Non, oui, ils ont dit que leurs préalables ne sont pas... Mais Alpha Bakar, ils n'ont pas participé. Ils n'ont pas participé à raison de leur... C'est eux qui ont fixé leurs propres règles. Ils ont dit parce qu'on n'a pas été écouté, on n'a pas participé. Maintenant, la main reste tendue. Nous sommes tous des Guinéens. Moi, je me dis, c'est un questionnement que je fais. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que nous voulons continuer à se dire tant que ça ne fonctionne pas ou ça ne va pas à ma manière, il faut bloquer le processus? Nous avons eu un accord de 2 ans avec la CEDEAO. 2 mois se sont écoulés. Nous avons 22 autres mois. Est-ce qu'on va continuer à tergiverser et à dire tant que ça ne passe pas comme je veux, tant qu'on ne gouverne pas avec moi, ça ne marche pas, parce que c'est ce que Koundounou a dit sur les antennes des uns et des autres pour dire ils pensent qu'ils vont gouverner sans nous. On va leur montrer que c'est impossible. C'est comme si l'objectif n'était pas celui qui est inscrit dans leur réclamation, c'est plutôt pourquoi on ne gouvernerait pas, le CNRD ne gouvernerait pas avec eux, c'est la réclamation principale. Si c'est celle-là aussi, qu'on soit clair, transparent, et en ce moment, on va en parler. Mais je dis simplement, j'appelle mes amis, mes frères, venez autour de la table. Mais à quel prix justement? C'est le consensus. Vous avez des leaders par exemple. Vous avez le cas de Fonike Mengue et autres aujourd'hui qui sont placés sous mandat de dépôt. Vous avez d'autres aujourd'hui qui sont placés sous contrôle judiciaire. Mais quel effort aujourd'hui le gouvernement doit faire, notamment pour prendre en compte certaines revendications? La voix la plus autorisée a expliqué que des efforts vont être faits. Et je suis sûr, je connais ces leaders politiques, ils ne sont pas assis. Ils sont en train de négocier comment revenir sans perdre la face. Eh bien, c'est sûr. Qu'est-ce que vous avez comme information? Non, ça se fera. Il y a des négociations souterraines qui sont en cours pour que cela se règle. Parce qu'on ne peut pas... Parce que... Non, sans perdre la face. Mais attendez. C'est sûr que toutes leurs réclamations ne vont pas être satisfaites parce qu'il y en a des réclamations qui... peut-être que le CNRD ne va jamais accepter. La conduite, je ne sais pas, moi, la conduite de la transition, c'est le consensus. Le consensus suppose que tu lâches du lest. Mais si tu tiens, tu dis mes 10 conditions, tant qu'une seule n'est pas respectée, je ne participe à rien du tout. En ce moment, je ne pense pas que ce soit l'autre qui bloque, mais vous participez tous les deux à bloquer. Ça, c'est mon avis personnel. Je pense qu'il est temps de revoir tout cela. S'il faut négocier, quelle concession peut-on faire de part et d'autre? Je pense qu'on peut... Par exemple, quand on prend le CNRD, il a été demandé, c'est l'une des recommandations du dernier dialogue, il a été demandé, par exemple, de lever le placement sous contrôle judiciaire des 9 acteurs politiques, à savoir Cellou Baldé, Fodé Oussoufana, Elhadji Mamadou Sylla, etc., etc. Vous avez par exemple là-dedans un Fodé Oussoufana qui souffre de l'œil, qui a été empêché d'aller se soigner. Parce que tout simplement il est placé sous contrôle judiciaire. Oui, vous ne pensez pas que ce sont des attitudes et des actes et qui radicalisent? Personnellement, je pense que le cas de Fodé Oussou mérite examen approfondi. Personnellement, c'est un grand frère. Je pense que même s'il était condamné, on devrait revoir ce cas pour qu'il puisse aller se soigner et revenir. Je ne pense pas qu'il puisse fuir ici. Mais je dis, vous avez demandé par exemple quelle concession. Moi, je pense par exemple... L'autre concession que l'État pourrait faire aussi, c'est par rapport à Kassouri et compagnie. Oui, pourquoi ne pas les placer sous contrôle judiciaire, les sortir des prisons? Vous savez, je suis pas spécialiste de la justice. Oui. Mais si l'appareil judiciaire, l'autre fois je l'ai dit ici,
en ce qui concerne les Kassouri et tous ceux qui sont détenus. Si on ne peut pas les juger maintenant, il faut les libérer, les placer sous contrôle judiciaire parce qu'ils ne vont pas fuir. Ça, c'est mon avis personnel. Bien. Mais cela ne doit pas être une condition de dire si ce n'est pas ça, nous ne participons pas à une négociation. Je vais vous dire, il y a eu des négociations ici, des dialogues ici, où nous avons participé alors qu'on avait des dizaines de personnes en prison. Et on a participé, je parle par exemple du dialogue de juillet 2013, on avait au moins une vingtaine de prisonniers à la maison centrale. Mais on a participé à l'issue du dialogue. L'une des conclusions, c'était la libération, le jugement et la libération de ces gens-là, et on l'a obtenu. Le récent dialogue a plaidé en faveur exactement de ces détenus. Pour moi, mais 2 mois après, il n'y a toujours rien. L'effort qu'on doit fournir de l'autre côté aussi de mes amis, c'est parce que les structures sont là. C'est les leaders qui ne sont pas là. Les structures sont là. Pour moi, il faudrait que ces structures-là participent à un début de dialogue et puis après, on pourra voir progressivement quels sont les efforts qu'on puisse fournir. La volonté d'abord, la bonne foi, et puis après on verra. Bien. Maintenant, dernière question. Je ne voudrais pas quand même terminer ici avant de parler de la CEDEAO. Ouais. Vous les sanctions. Vous avez évoqué ça depuis le début de semaine. Là aussi, c'est des questionnements. Que veut la CEDEAO? Franchement, est-ce qu'on veut radicaliser les Guinéens ou les Maliens ou les Burkinabés? Est-ce qu'on veut les aider à résoudre leurs problèmes? Parce que continuer à faire souffrir la population, même celle qui n'est pas pro-CNRD s'il y en a, si on continue à souffrir par la faute de la CEDEAO, parce qu'il faut se rappeler quand même que cette CEDEAO, lorsqu'on se battait ici contre la nouvelle le troisième mandat d'Alpha Condé, qu'est-ce qu'on n'a pas fait envers ces gens-là pour qu'ils puissent arrêter M. Alpha Condé? Ils ne l'ont pas fait. Cette situation que nous vivons aujourd'hui, ils sont à 50% comptables dedans parce qu'ils ne nous avaient pas aidés. C'est pour cette raison qu'on est arrivé à cette situation. On ne peut pas continuer à pousser les autres au bout. C'est eux qui ont eu un accord avec le CNRD et toute la communauté internationale a suivi les 2 ans qui commencent le 1er janvier. Comment peut-on après revenir pour dire non, on n'est pas d'accord? Et puis le fait de dire non, ils mettent un comité de suivi sans nous consulter, à ce que je sache, ce pays n'est pas encore sous tutelle. Bien. Allez, on est obligé, malheureusement, toutes nos excuses à toi et à tous les autres. Malheureusement, on est obligé de s'arrêter là. La radio, c'est aussi nos obligations commerciales. Grand merci à toi, cher Oumou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis aux 4 coins du monde. Merci à nos équipes, à la régie, à la transmission. Ibrahim Babin Diallo, Ibrahim Assila. Demain, vous allez retrouver Zakaria Kamara. Commande de cette émission Mirador. Samedi, ce sera donc l'Amazon Arissatousso. On se reprend lundi. Au revoir, portez-vous bien. Vous avez suivi les FIM 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.